Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Voici les titres de ce jeudi 23 février. La grippe frappe le Languedoc-Roussillon, la région est la plus touchée de France. Reportage au CHU de Nîmes où les urgences ne désemplissent pas depuis quelques jours. Une quarantaine de flamants roses relâchés à Pont-de-Gau. Les soigneurs du parc ornithologique ont remis sur pattes des échassiers frappés par la vague de froid. Et puis on fera le point sur le chantier de l'Opéra-Comédie de Montpellier. Fermé pour travaux depuis près d'un an et demi, le théâtre est presque entièrement reconstruit de l'intérieur. Un mot de foot pour terminer avec le MHSC qui s'apprête à recevoir les Girondins de Bordeaux, les footballeurs montpelliérains qui sont toujours deuxièmes de Ligue 1. Depuis quelques jours, la grippe sévit sur le Languedoc-Roussillon. C'est la région la plus touchée de France avec 784 cas pour 100 000 habitants. Et on n'est qu'au début de l'épidémie. Le nombre de personnes contaminées devrait encore augmenter d'ici la fin de la semaine. Les plus exposés à la maladie sont les enfants et les personnes âgées. Au CHU de Nîmes, les patients affluent aux urgences et au service gérontologie. Reportage Franck Chassagnon. Quand quelqu'un sort, on a juste à peine le temps de refaire le lit, le ménage de la chambre et il y a déjà quelqu'un qui monte des urgences. Parce que les urgences, ils en ont actuellement encore une vingtaine sur des brancards qui attendent depuis 2 jours. Les urgences et le service de gérontologie du CHU de Nîmes ne désemplit pas. Depuis quelques jours, le virus de la grippe balaye notre département. Le seuil épidémique a été franchi dans une dizaine de régions en France. La grippe est qualifiée de sérieuse. C'est une grippe assez sévère, et ils sont hospitalisés assez longtemps quand même. On les garde, certains sont restés 7 ou 8 jours. Là, dans cette pièce, j'ai malheureusement une personne qui vient de décéder là, il y a quelques heures d'une grippe. J'ai effectivement rarement connu autant de grippe dans nos unités. Alors probablement c'est une grippe de fin de saison, donc le vaccin commence un peu à épuiser son effet sur les populations de personnes âgées. Fin février, c'est pas très fréquent. Et probablement un virus H3N2 un peu plus virulent que d'habitude. Et pour éviter de contracter la grippe, il suffit parfois d'appliquer quelques consignes simples. Il faut se laver les mains souvent, il faut éviter de se faire la bise à tout le monde quand on est enrhumé, pas trop se serrer les mains, utiliser des mouchoirs à papier jetable, et puis je répète, quand on tousse, quand on éternue, on se protège pour ne pas contaminer l'entourage. La distance de 1 mètre permet de ne pas l'attraper. Alors c'est pas très social, pas très convivial, surtout pour les gens du Sud qui ont l'habitude de se faire 3 fois la bise, mais je pense que pour les 10 jours à venir, il vaudrait mieux éviter trop de contacts physiques rapprochés. La fin de l'épidémie est prévue dans une dizaine de jours. Il est donc trop tard pour se faire vacciner. Le vaccin contre la grippe est efficace environ 15 jours après son injection. Les braquages se multiplient à Montpellier depuis le début du mois. On vous en parlait en début de semaine. Lundi après-midi, un couple de buralistes a mis en fuite 2 voleurs armés. Hier soir, chemin de Moulares, c'est une pharmacie qui était attaquée par un homme muni d'un couteau. Au total, une dizaine de braquages ont été commis depuis le début du mois, souvent pour quelques centaines d'euros seulement. La police a donc décidé de réactiver le plan anti-hold-up qui avait déjà été mis en place au moment des fêtes de fin d'année. Un renforcement de la présence policière pour les commerçants notamment. La police qui donne quelques conseils sur le comportement à adopter en cas de vol à main armée. Écoutez. Je donnerai 3 conseils. Le premier, c'est de nous appeler sur le 17. C'est pas compliqué de faire le 17. De nous appeler sur le 17 dès qu'un élément suspect apparaît. On s'aperçoit très souvent, je dis pas que c'est le cas pour ces derniers vols à main armée, mais très souvent, de façon générale, que lorsque les personnes sont victimes de vols à main armée, elles nous disent oui, mais j'avais repéré, j'avais bien vu qu'il y avait des individus suspects, une voiture particulière. Appelez-nous à ce moment-là. Nous ferons d'abord les vérifications, nous mettrons un dispositif préventif et on évitera le vol à main armée. Deuxième conseil que je donnerai, c'est de ne pas résister. Vous êtes le commerçant, la victime du vol à main armée et face à quelqu'un qui est porteur d'une arme. Même si c'est qu'un couteau, c'est très dangereux. Ne résistez pas, donnez ce qu'on vous demande. Vous savez, les préjudices sont très faibles. Quelques centaines d'euros, ça va pas très loin. Et surtout, observez bien tout. Observez bien le signalement, observez la tenue, observez la parole. Et ensuite, 3e conseil, lorsque le vol à main armée est terminé, appelez tout de suite la police sans rien toucher. La police technique et scientifique fait des miracles maintenant. Donc laissez-nous travailler, laissez faire l'enquête, puisque les faits sont commis, aidez-nous à faire l'enquête. C'est un lâcher de flamants roses exceptionnel qui a eu lieu ce matin au parc ornithologique du Pont-de-Gau, près des Saintes-Maries-de-la-Mer. Affaiblis par la vague de froid, près de 70 échassiers de la région avaient été pris en charge par le centre de soins du site. Et aujourd'hui, la plupart sont totalement remis sur pattes. Reportage Franck Chassagnon.
Ce flamant rose fait partie de la soixantaine d'oiseaux qui ont retrouvé le chemin de la liberté. Après une quinzaine de jours dans la clinique du centre ornithologique de Pont-de-Gau, l'ensemble des flamants roses ont repris leur envol. Des conditions idéales pour retrouver leurs congénères. On a une météo qui est favorable pendant au moins une semaine. Donc maintenant, il est tout à fait le temps de les lâcher. En plus, ils sont en bonne santé, ils ont été pesés, mesurés. Donc maintenant, il faut très rapidement les relâcher pour qu'ils puissent d'abord, aujourd'hui, ils vont se laver. On va profiter du bon soleil, du beau temps qu'il fait. Et puis après, ils vont prendre une vie normale. D'ici 1 ou 2 jours, ils auront retrouvé leur totale liberté. Une liberté bien méritée après plusieurs jours de quarantaine. Ces flamands malades ont été soignés et dorlotés par les mains expertes de Julie. Au programme, du repos et une énorme quantité de croquettes et de brisures de riz. Des protéines pour remettre sur pied les animaux. Un véritable cocon pour ces pensionnaires. Les soigneurs du centre ont su réagir à l'urgence de la situation. On a fait avec les moyens du bord. On les a mis ici parce que c'est chauffé et donc ils étaient bien au chaud. Et après, on a fait un enclos avec ce qu'on pouvait pour qu'ils soient le mieux possible. Après, il n'y a pas grand monde qui passe, ils n'ont pas de dérangement, donc ils sont plutôt bien. Voilà, ils sont calmes. Si ceux-là ont réussi à s'en sortir, c'est plus d'1 millier de flamants roses qui seraient morts au cours des dernières semaines. Les oiseaux de la région ont tous énormément souffert du froid. Le gel des étangs ne leur permettait pas d'accéder à la nourriture. En fait, un oiseau va résister au froid en se nourrissant. Donc il va constituer des graisses. Ces graisses vont lui apporter de l'énergie et cette énergie va lui permettre de lutter contre le froid. Mais quand il ne peut plus se nourrir, donc quand il ne peut plus reconstituer son stock d'énergie et de graisse, automatiquement le froid, il va être beaucoup plus réceptif et il va en souffrir beaucoup plus. Et donc c'est ce qui s'est passé pendant cette période de gel où la plupart des oiseaux ne pouvaient plus accéder à la nourriture et donc étaient automatiquement très très sensibles à ce froid-là. Et on s'est rendu compte que les oiseaux étaient morts de froid en fait. Ils n'ont pas les pattes prises dans la glace, le cliché, ça c'est pas possible. Mais c'est sûr que les conditions extrêmes donc, les font énormément souffrir. Cela faisait 25 ans que la Camargue n'avait pas connu un épisode hivernal aussi extrême. La relâche des derniers flamands semble clore cet épisode glacial et annonce une tranquillité toute retrouvée pour les oiseaux de la réserve. L'inquiétude des postiers de Malbosc. Une trentaine de facteurs ont manifesté ce matin devant le bureau de poste du quartier montpelliérain. Ils dénoncent des conditions de travail de plus en plus difficiles. En cause, le non-remplacement des absents, la forte rotation des employés précaires et plus généralement le manque de moyens, comme l'explique cette factrice du quartier au micro d'Erwan Jikio. Carton rouge sur le dialogue social de la Poste. Ce bureau est situé en zone sensible. Vous savez la particularité de ce travail-là. On ne donne pas les moyens. Le personnel n'a pas de visite médicale depuis 6-7 ans. Nous avons fait des droits d'alerte au niveau de la direction de notre établissement. Et aujourd'hui, je demande qu'une chose à la direction, au lieu de nous harceler, mettez-nous en sécurité. Si encore là, je dois faire une réflexion, c'est dire carton rouge sur la santé du personnel. Votre personnel est en danger, vous le poussez encore plus à se mettre en danger. Et du côté de la direction, on estime que tout est fait pour assurer la même charge de travail à chaque facteur, tout en s'adaptant aux baisses ponctuelles du volume de courrier à traiter. La campagne présidentielle de François Hollande est-elle correctement relayée dans l'Hérault? Pas pour Philippe Sorel, qui s'est ému d'un manque de coordination de cette campagne du candidat socialiste, surtout à Montpellier. Dans un email envoyé hier à Alain Fontanel, le premier fédéral par intérim, l'ex-mandataire de Manuel Valls se propose donc de reprendre le flambeau, ce qui n'est pas du goût de tous les socialistes. Écoutez. Moi, ce qui m'importe, c'est que le candidat François Hollande, aujourd'hui, puisse avoir un appui très net au niveau de la ville. Et il est bon, je crois, de coordonner l'action à la fois des élus, mais aussi des secrétaires de section, des militants, dans tous les quartiers de la ville. Et pour cela, j'ai l'accord, bien sûr, de Manuel Valls, que j'ai eu au téléphone, et d'Hélène Mandroux, que j'ai joint hier, et qui est aujourd'hui en Cisjordanie pour le jumelage avec Bethléem. Il y en a qui sont des représentants politiques ou qui sont plus ou moins un peu ou agités ou impatients de voir que ça prenne de plus en plus. On a le contexte héroltais que tout le monde connaît ici. Moi je dis calme, raison. La campagne se mène et se mènera avec de plus en plus d'ampleur. Pour l'heure, une visite de François Hollande dans l'Hérault est bien annoncée. Le candidat socialiste à l'élection présidentielle se déplacerait à Montpellier le 5 avril.
Depuis octobre 2010, l'Opéra Comédie de Montpellier est fermé au public. D'importants travaux de rénovation sont en cours sur le site. Après le gros œuvre, une nouvelle phase de travaux vient de débuter avec notamment la restauration des décors du cadre de scène de la grande salle. Coût des travaux engagés par Montpellier Agglomération, 14 millions d'euros. Visite de chantier, Olivier Roiran. C'était en janvier 2011, la cage de scène de l'Opéra Comédie était un énorme espace vide de plus de 30 mètres de haut. 13 mois plus tard, le gros œuvre de la reconstruction est achevé. Des travaux menés sur 5 niveaux et 4000 mètres carrés avec des solutions techniques qui ont dû respecter le bâtiment d'origine. Jusqu'au niveau de la scène, nous avons remonté une structure complète à partir de micropieux, c'est-à-dire qu'on ne se fonde pas sur le bâtiment ancien. On a des micropieux béton, après toute une structure béton sur 3 niveaux. On arrive à la scène en béton et après on part en acier. On est maintenant vraiment dans les finitions de motorisation, etc. Et de l'autre côté, dans la grande salle, la restauration des décors du cadre de scène vient de démarrer. Un théâtre qui devient moderne tout en gardant son âme. Une perspective qui enchante le directeur de l'Opéra et de l'Orchestre national de Montpellier. Un metteur en scène qui pourra envisager tous les effets scéniques grâce notamment au nouvel espace creusé sous la scène. On retourne aux sources du vrai spectacle. Les apparitions, les disparitions, les élévations, la magie qu'on cherche à donner à tous les gens pour nous sortir du quotidien à chaque fois. Et ça, c'est un exemple frappant de ce qu'on devrait faire dans la plupart des théâtres. Donc c'est énorme, ça vous paraît très moderne, une révolution, mais en fait il n'y a aucune folie dans tout ça. Il y a juste le fait de vouloir d'honorer un art, l'art théâtral. Dans des temps difficiles où dans certains accentuent le côté de difficulté économique, sociale, il est patent, il est réel, mais dans ces moments-là, l'acte et l'action en faveur de la culture est primordial parce que derrière ça fait travailler également du bâtiment, mais ça permet aussi des productions qui sont à l'honneur et à l'avantage un peu de ce que représentait l'activité autour de la culture. L'avant-scène de l'Opéra Comédie devrait être totalement achevée fin avril. De toute façon, la date du concert de réouverture est déjà connue, ce sera le 25 mai. Et pour l'occasion, c'est un concert d'exception qui est programmé ce 25 mai. Ce sont des concertos de Bach pour piano interprétés par David Frey qui inaugureront les nouveaux atours de l'opéra. Un mot de sport à présent avec la qualification du MAHB pour les quarts de finale de la Coupe de France. Hier soir, les handballeurs ont battu Belfort à René-Bougnol, 43-21. Prochain match dimanche face à Belgrade pour le compte de la Ligue des Champions cette fois. Et puis on l'a appris cet après-midi, Olivier Giroud est appelé en équipe de France pour affronter l'Allemagne mercredi prochain. L'attaquant du MHSC pourrait pallier l'absence de Karim Benzema, forfait pour ce match à Brême. 2 autres attaquants ont été retenus, le Parisien Kevin Gamino et Louis Saha qui évolue en Angleterre. Les footballeurs montpelliérains qui s'apprêtent à recevoir Bordeaux samedi à la Mosson, un club que l'entraîneur René Girard connaît bien. En tant que joueur, il a été 3 fois champion de France avec les Girondins. Alors comment appréhende-t-il la rencontre? Réponse au micro de Jean Brun ce matin. Pour nous, enfin, pas le danger, mais la chose à laquelle je veille, c'est qu'on sort de match qui a monopolisé un petit peu tous les esprits, un petit peu tout, beaucoup d'énergie. Mais comme j'avais dit aux garçons, le championnat ne s'arrêtera pas là et qui que ce soit qui gagne le match, bon, il n'y en a pas eu, mais le championnat ne sera pas terminé. Et c'est de se remettre dans le bain, je veux dire, de sortir un petit peu de ce match de Paris et de repartir sur Bordeaux. On a vu que Francis Gillot avait trouvé un équilibre avec une équipe à 5 derrière, donc ça donne un petit peu une idée de ce qu'on va trouver devant. Hein. Une équipe très solide défensivement, c'est là où ils ont retrouvé un équilibre. Voilà, il faudra une équipe de Montpellier, il ne faudra pas se faire cueillir à froid comme a pu se faire cueillir à froid à Lille. Ne pas faire n'importe quoi, être présent, mais il faudra qu'on soit bien dans les têtes et bien concentré sur notre sujet. Montpellier-Bordeaux, c'est donc samedi soir à la Mosson, coup d'envoi à 19 h. Et pour finir ce journal, je vous propose quelques images de la future ligne 4 du tramway. Parée d'or et de bijoux, la rame dessinée par Christian Lacroix circule depuis quelques semaines à Montpellier. Et pour le moment, les passagers ne sont bien entendu pas admis à bord. Il s'agit de tester les équipements. La mise en service officielle, ce sera le 6 avril, en même temps que la ligne 3 du tramway. C'est la fin de cette édition. Retour de l'actu demain, dès 12h30, pour votre journal de la mi-journée. Et c'est Olivier Roiran qui vous présente les informations. Passez une excellente soirée sur TV Sud.